Parler là tout à l'heure, nous allons écouter Marine Martin, lanceuse d'alerte à propos de la dépakine. Elle était à Toulouse samedi dernier. Une alerte qui se bat à juste titre contre la multinationale Sanofi à propos de la dépakine, un anti-épileptique responsable de troubles physiques et autistes de milliers d'enfants. Pouvez-vous nous rappeler ce qui vous a conduit à mener ce combat de pot de terre contre le pot de fer avec le soutien de Gérard Bapt, député socialiste honoraire de la Haute-Garonne? Tout d'abord parce que je suis la première concernée, donc je suis moi-même une femme épileptique traitée par dépakine depuis l'âge de 6 ans. Et effectivement, quand mon fils est né en 2002, j'ai remarqué qu'il avait une malformation génitale. Je me suis d'abord interrogée, tiens c'est bizarre, il n'y avait pas ça dans la famille. Et puis par la suite, à l'âge de parler, il ne parlait pas, à l'âge de marcher, il ne marchait pas. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire le lien. En fait, avec aussi, il y avait eu des articles dans la presse qui parlaient des fils d'agriculteurs qui avaient ce type de malformation exposée aux pesticides. Et je me suis dit, moi, je sniffe pas des pesticides toute la journée. Par contre, tous les jours, je prends un médicament. Et en 2009, je vais taper médicaments dangereux pour la grossesse et je vais découvrir qu'il y a le Roaccutane, cet anti-acnéique. Et le deuxième, c'est la dépakine, celui que je prends quotidiennement. Or, dans ma notice, je relis à nouveau sur la rubrique grossesse, il y a marqué que consultez votre médecin, ce que j'avais fait à l'époque. Et c'est là que je vais comprendre qu'effectivement, c'est sûrement le médicament qui a causé les malformations physiques de mon enfant, mais aussi les troubles neurologiques. Et pour ça, je vais découvrir sur le site d'un hôpital parisien qui s'appelle le CRAT, Centre de recherche des agents tératogènes. Tératogène, ça veut dire enfant monstrueux en grec. Et c'est là que toute la description va m'être faite des conséquences de la dépakine. Donc, je m'aperçois que finalement on savait, on m'a menti, on m'a trompé, on m'a pas informé, et c'est ça qui va être le plus choquant finalement. Et donc vous avez créé du coup une association ? Oui, parce que je vais m'apercevoir que il y a d'autres familles dans le monde qui ont pris ce médicament, qui sont dans la même situation, notamment en Grande-Bretagne, et il y a une association de victimes qui a été créée. Et du coup, je vais me dire que moi aussi, je vais essayer d'informer d'autres familles en France. Donc, je vais créer la PESAC. Et je vais médiatiser l'affaire forcément pour essayer de toucher d'autres familles dans la même situation que moi. Alors, que veut dire la PESAC ? Alors, ça veut dire l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Alors, je ne voulais pas mettre dépakine parce que j'avais très peur au départ de me faire attaquer par Sanofi. Et puis, je savais que si la dépakine était dangereuse chez la femme enceinte, les autres antiépileptiques aussi. Donc, j'ai préféré rester plus générique et dire l'association des victimes des antiépileptiques. Et effectivement, par la suite, je découvrirai qu'il n'y a pas que la dépakine aussi qui peut être toxique pour le bébé. Mais c'est pas parce que le médicament est toxique qu'il faut pas informer la femme. Elle a le droit de choisir de ne pas avoir d'enfant, de peut-être arrêter le traitement si elle le peut. Moi, je ne pouvais pas, mais il y a d'autres femmes qui peuvent arrêter leur traitement pendant la grossesse. Donc, tout ça, c'est un choix qui doit être fait de manière éclairée, en discussion avec le médecin spécialiste. Et du coup, je suppose que de nombreuses femmes vous ont contacté, de mères de famille, voire adhéré aussi à l'association. Oui, tout à fait. Quand ça a été médiatisé, alors au début, timidement, autour de 2011, 2012, 2013, ça a été compliqué de toucher la presse nationale. Mais quand en 2016, le scandale va éclater suite à un article du Canard enchaîné, ça va être des milliers de victimes qui vont me contacter. Aujourd'hui, j'en gère plus de 8000 sur tout le territoire national. J'ai 2 salariés pour m'épauler au quotidien parce que l'épilepsie, c'est une maladie extrêmement répandue et ce médicament était le plus donné. Donc, potentiellement, moi, j'ai estimé qu'il y avait plus de 35 000 victimes sur tout le territoire national. Donc, c'est énorme. Alors il y avait une bataille aussi qui a été menée par Irène Frachon concernant notre laboratoire. Donc ça veut dire que finalement, on peut penser que peut-être les instances qui sont chargées d'autoriser des médicaments sur le marché ne font peut-être pas tout, ou il y a peut-être du lobbyisme qui fait que... Oui, je vais le découvrir aussi effectivement à mes dépens en commençant à travailler avec l'agence du médicament. C'est qu'effectivement la pharmacovigilance n'a pas fonctionné. Les alertes, elles étaient là, il y avait eu des tests sur l'animal et pourtant on n'avait pas... c'était pas marqué dans la notice. Donc effectivement, je vais me rendre compte que les autorités sanitaires ne font pas leur travail, que souvent les gens qui travaillent dans les agences
ont aussi travaillé pour les laboratoires ou travailleront pour les laboratoires, donc on ne va pas critiquer la main qui est susceptible de nous nourrir. Donc dans ces années-là, effectivement, on est dans les mêmes années que Mediator, parce que la Dépakine, je le rappelle, elle est sur le marché depuis 1967, donc ça fait 50 ans qu'elle est prescrite. Donc voilà, il y avait des conflits d'intérêts, il y a toujours des conflits d'intérêts. Enfin, encore aujourd'hui, l'Agence du médicament, je me bataille pour qu'elle fasse son devoir de déclaration de pharmacovigilance des effets secondaires sur les antiépileptiques, sur toute cette classe de médicaments qui est très utilisée par la population. Ça veut dire que c'est une bataille de longue haleine, donc il faut avoir beaucoup d'énergie aussi, de soutien également. Oui, ça a été compliqué. Moi, j'ai décidé de renoncer à mon activité professionnelle. Au départ, j'étais responsable logistique parce que justement, tous les 4 matins, on me demandait de monter soit à l'Assemblée nationale pour travailler avec des parlementaires comme Gérard, pour faire justement des projets de loi pour rendre l'action de groupe possible ou pour faire un plateau télé. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, si tu veux faire vraiment ce combat à fond, il faut que tu fasses un choix. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle pour me lancer là-dedans. Alors des fois je regrette parce que je l'ai payé cher, je le paye encore aujourd'hui cher parce que effectivement en tant que lanceuse d'alerte, les pouvoirs publics s'en prennent souvent à moi. Mes enfants sont aujourd'hui toujours pas indemnisés alors que les enfants d'autres victimes le sont. Ils s'acharnent beaucoup sur moi, mais je me dis que j'ai réussi à faire changer les choses, à imposer des pictogrammes sur les boîtes de médicaments. Tout ça c'est quand même positif et ça vaut le coup. Mais est-ce que Sanofi reconnaît ses torts ? Non, Sanofi ne reconnaît pas sa responsabilité, à la différence du laboratoire Servier dans le scandale Mediator. Lui, il dit « on m'a donné l'autorisation de mise sur le marché, donc c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'agence ». Non, ça ne dédouane en rien sa responsabilité de producteur et donc il faudra qu'il assume ses responsabilités. Mais il y a d'ores et déjà eu des condamnations dans des procédures individuelles, dans l'action de groupe, qui dit qu'effectivement il a trompé le consommateur en n'informant pas des risques chez la femme enceinte. Donc voilà, il faudra bien qu'ils assument à un moment ou à un autre, ça c'est certain. Alors Gérard Bapt, à l'époque, il était député aussi, vous a soutenu, porté le projet. Donc même les parlementaires sont quand même, ont des difficultés pour aller à l'encontre de ces multinationales. Ah oui, Gérard m'a beaucoup soutenu et ça a été très important et c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place la class action à la française. Donc oui. Bon. Oui, Gérard Bapt m'a beaucoup soutenu. C'est grâce à lui qu'on a réussi à mettre en place la class action à la française. Et sans les parlementaires, on ne peut pas y arriver parce qu'il faut faire changer les lois finalement pour faire changer les conditions de prescription. Et ça, c'est difficile parce que, bien sûr, Sanofi n'était pas favorable, donc ils ont bataillé ferme. Mais de manière globale, quand même, j'ai eu un bon accueil de la part des parlementaires, quels que soient les groupes politiques. Ce sujet n'a pas fait débat et a été voté par exemple à l'unanimité à l'époque. Donc non, je pense que, globalement, des parlementaires, j'ai reçu un bon soutien. Cela dit, aujourd'hui, je sais que par exemple le PDG de chez Sanofi, c'est un proche d'Emmanuel Macron et que donc ça reste quand même des industries extrêmement puissantes qui exercent un fort pouvoir de lobbying sur les gouvernements, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous êtes à Toulouse et justement, vous présentez notamment, vous allez intervenir bien sûr dans un débat, discussion, mais vous présentez aussi une exposition. Oui, c'est cet après-midi, je fais une petite conférence et effectivement pour expliquer ce combat, mais je suis très flattée que la médiathèque expose le scandale de la Dépakine au travers de cette exposition et puis revienne sur les autres grands scandales sanitaires comme la thalidomide, parce que malheureusement, on s'aperçoit que c'est un éternel recommencement, malgré les erreurs du passé, malgré le Mediator, le Levothyrox, on voit que c'est sans cesse, ça continue. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait une réelle réforme de la pharmacovigilance et l'Agence du médicament ne joue pas son rôle de gendarme du médicament. Encore aujourd'hui, je me bats contre eux pour les obliger à informer les patientes sur d'autres médicaments qui sont dangereux chez la femme enceinte et pour lesquels ils ne font pas forcément leur travail. Donc c'est un combat constant. Alors peut-être faudrait-il renationaliser des laboratoires qui ont été privatisés et qui du coup courent après aussi peut-être les bénéfices et la distribution à des actionnaires d'argent. Ah oui, ça c'est absolument scandaleux. Quand on se voit aujourd'hui ce qui se passe là avec l'amoxicilline,
donc des antibiotiques. On est en rupture de traitement antibiotique parce que ces antibiotiques ne sont plus produits par les laboratoires, parce qu'ils sont passés finalement, ils sont génériqués, donc ils ne rapportent plus d'argent. On n'en a plus rien à faire, donc on ne les produit plus et on se retrouve en rupture d'approvisionnement. Mais ça, c'est tout simplement scandaleux. Comment ça se fait que les États ne soient pas suffisamment puissants pour dire à des laboratoires d'accord, c'est peut-être pas rentable, mais vous le produisez. Ou bien c'est à l'État de produire ces antibiotiques, ces médicaments de première nécessité. Enfin, on a bien vu pendant la crise Covid les problèmes avec le paracétamol, avec plusieurs molécules, le curare, je crois, qui permettait de soigner les malades du Covid et dont on n'avait pas à disposition parce que c'était produit à l'autre bout du monde. Donc, honnêtement, c'est plus possible ce qui se passe en France et il y a un grand changement en profondeur qui est à faire avec une relocalisation des productions effectivement des médicaments en général. Alors vous gardez l'espoir puisque vous êtes toujours dans la bataille. Oui, bien qu'elle soit difficile. Oui, parce que moi, bon, c'est bien d'être dans la critique, mais il faut être dans la construction. Et ça, c'est très important. Ça me tient vraiment profondément à cœur. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis patiente experte à l'Agence du médicament, parce que même si je les critique beaucoup, comme je dis, il faut être au cœur de la matrice pour essayer de faire changer les choses. Il n'y a pas que la critique. Il faut essayer de faire bouger les lignes. C'est possible. J'ai fait avancer certaines lignes. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et on peut compter sur moi pour poursuivre le travail. Alors s'il y a des personnes et des mamans en détresse, elles peuvent vous contacter ou contacter votre association ? Bien sûr, oui, qu'elles n'hésitent pas. Donc nous, on est basé sur Perpignan, mais on couvre tout le territoire national, qui est bien sûr en Occitanie. Et donc voilà, qu'elles n'hésitent pas à me contacter sur le site de l'APESAC, APESAC. Voilà, je reste totalement disponible. On a aussi une page Facebook, un groupe de soutien. Et puis voilà, qu'elles viennent m'écouter cet après-midi à la médiathèque. Merci.